Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, C'était Pierre. passionnant. Et je sais que tant Michel Hazel que Simon Epstein vont aussi être passionnants, raison pour laquelle je te donne tout de suite la parole, Michel. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est bien sur le menton? Très bien. Alors, je voudrais simplement, avant de commencer, apporter de l'eau au moulin de Nathalie. Moi, j'ai fait Sciences Po, et il y a 4 ans, j'ai reçu une proposition alléchante de l'Association des anciens élèves, un voyage de rêve en Iran. Avec l'aide d'Air France, pour des prix absolument incroyables, l'aller-retour par Air France, hôtel 5 étoiles, disait que on dit que l'Iran est le paradis originel, ce n'est pas forcément faux. Bref, quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait les conditions, passeport français, sur lequel il n'y a pas de tampon israélien. Sciences Po. J'ai donc résilié ma cotisation et ma participation à l'association des anciens élèves de Sciences Po, car il me semblait invraisemblable qu'une institution publique française accepte, sans étant d'âme, un interdit contre des citoyens français, je parle pas des juifs, je parle surtout pas des Israéliens, des citoyens français, ça peut être des curés, des bonnes sœurs, je ne sais pas quoi, qui ont été en Israël, qui ont un tampon israélien, on ne peut pas aller en Iran. Mais enfin, ce n'est pas mon sujet. Moi, je vous parlais d'un sujet qui nous occupe tous beaucoup. Est-ce que la presse française est antisémite? Est-ce que la presse française est anti-sioniste? Alors, je ne vais pas parler de l'Humanité, ni de Libération, ni tout un tas de journaux arabes. Je vais me concentrer sur la presse. Libération, Le Monde, pas Libération, Le Monde, Le Figaro, éventuellement Le Point, et quelquefois la télévision, pour essayer de comprendre, est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme, d'antisionisme, etc. Alors, il y a un paradoxe. On parle énormément ces temps-ci dans l'antisémitisme. C'est un sujet, il y a des colloques, il y a des plateaux extraordinaires. Et pourtant, chaque fois qu'il y a un acte qui peut être a priori considéré comme antisémite, la presse fait des efforts héroïques pour dire qu'il n'y a pas de motif antisémite. Je prends le cas de Sarah Halimi, Aléa Shalom, qui est pratiquement massacrée de coups et jetée par la fenêtre au cri d'Allah ou Akbar par un musulman, et on vous dit non, ce n'est pas antisémite. Bon, je prends le cas de Mireille Knoll, la même chose. Je vois Finkielkraut qui est attaqué verbalement, évidemment, dans la rue, sur l'espace public, sans que d'ailleurs les gens qui se trouvent autour aient éprouvé le besoin de réagir. On vous dit encore, non, ce n'est pas antisémite, et d'ailleurs, son attaquant expose une peine de 6 mois avec sursis, c'est vraiment pas grave. Donc, et alors, le dernier exemple que j'ai trouvé sublime, ça s'est passé à Bordeaux, des étudiants d'une grande école, après une nuit très arrosée, sur le coup de 6h du matin, se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire à cette heure-ci? Bon, ben, on va aller vandaliser un cimetière. Bon, alors Bordeaux, 1 million d'habitants, 3000 juifs, ils ont cherché un cimetière. Alors, ils ont trouvé le cimetière juif, le cimetière juif, par hasard évidemment, et ils ont commencé à démolir les pierres tombales, les faire tomber les unes sur les autres, etc. Manque de peau, ou bien Ashgar Yona, il y a une pierre qui est tombée sur l'un des attaquants, qui s'est trouvé coincé, et tandis que ses camarades se sauvaient, il a été forcé d'appeler au secours. Il a donc été arrêté. Eh bien, figurez-vous que ce n'était pas par antisémitisme. Non, pas du tout. On cherchait à se distraire. Alors, preuve apportée par la justice, le fait est qu'il n'y a pas eu de tag antisémite. Ils n'ont pas écrit des graffitis sur les pierres tombales, donc c'est pas antisémite. Alors, on peut dire, attendez. Peut-être qu'ils avaient l'intention d'écrire des tags, mais ils sont partis trop tôt. Et deuxièmement, vous vous imaginez vraiment que cet étudiant, probablement dégrisé, qui se trouve en prison, va dire j'ai fait ça parce que je suis antisémite? Mais non, pas du tout. Est-ce qu'il savait? Il dira presque je ne savais même pas que c'était un cimetière juif. Il y a quelque chose d'extraordinaire de voir avec quelle insistance la première réaction, une réaction pavlovienne, ce n'est pas antisémite. D'ailleurs, il y a la réaction pavlovienne inverse, ce n'est pas un terroriste. Vous l'avez vu à Lyon, quand il y a eu une bombe devant une pâtisserie. Non, le motif terroriste est écarté. Après, le perpétrateur a dit que j'ai prêté serment à Daesh. Donc il y a cette très étrange conduite de la presse
Et là, je dois dire que c'est parce que la presse française est très mal à l'aise quand il s'agit des Juifs. Je ne dirais pas uniquement la presse française, dans une certaine mesure, la population française. Il y a quelque chose de curieux, après tant d'années, le fait juif, la présence juive, est quelque chose qui... J'ai été récemment à un mariage à la Touques, qui se trouve pas loin de Deauville pour ceux qui sachent, et j'ai demandé à la réception, je voulais savoir où est-ce que je pourrais trouver un coiffeur, parce que j'étais arrivée la veille d'Israël. On m'a dit, vous venez pour le mariage? J'ai dit, oui. Il paraît que ce sont des juifs. Vous savez, non, moi je suis née en France, ça m'a fait un choc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que ce sont des juifs. Alors, il faut bien dire une chose. La France est un pays de culture partiellement antisémite, quelque chose de très ancien, quelque chose qui n'a pas disparu. Et je vais me citer Pierre Loti, que vous connaissez tous, un auteur romantique que vous appréciez peut-être, et il a écrit un livre sur Jérusalem. Il a fait un voyage en 1895, en pleine affaire Dreyfus, et il est allé au mur des lamentations. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Des vieillards d'expression basse, rusés, ignobles. Vraiment, cela laisse un indélébile stigmate d'avoir crucifié Jésus. Il y a un sceau d'opprobre dont toute cette race est marquée. 4 ans plus tôt, Pierre Loti avait été élu à l'Académie française, l'emportant sur le candidat Émile Zola. Alors, on peut dire aujourd'hui, ah oui, mais on n'est plus à la même époque. Il faut bien se rendre compte que toute la littérature française en est imprégnée et qu'on a pu le voir pendant la période de l'avant-guerre en France. Vous allez dire, oui, mais on a élu Léon Blum. Oui, on a élu Léon Blum, mais il y avait tout un mouvement antisémite qui se développait, qu'on a pu voir dans toute sa splendeur, entre guillemets, pendant l'occupation, au point qu'on en est arrivé à voir un homme d'église comme le cardinal Saliège dire en chair, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut dire à propos de gens, de populaires, de citoyens, est-ce qu'on peut dire tout n'est pas permis contre eux? Donc il y a ce fondement d'antisémitisme puissant existe toujours. Alors, bon, après la guerre, après la découverte des camps, on ne pouvait plus se dire antisémite, ou tout au moins on ne pouvait plus se dire antisémite quand on n'était pas entre soi. Entre soi on pouvait continuer, mais en public ça ne se faisait pas. On ne pouvait pas dire je suis antisémite. On se contentait de clin d'œil. Qui n'a pas entendu, moi j'ai grandi à cette époque, vieille famille bretonne quand il s'agissait d'un Rothschild ou quelque chose pour indiquer, bon, ils ne sont pas comme nous. Mais le discours antisémite était proscrit et il y a eu un moment où il y a eu je ne dirais pas une période de grâce, où on n'en entendrait plus parler. À ce moment-là est arrivé l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, qui a suscité un certain engouement, et surtout la guerre des 6 jours, qui a été une explosion, l'admiration de tout un peuple, peut-être pas tellement parce que c'était les Juifs, mais parce qu'ils venaient de mettre une raclée aux Arabes et que la droite française pensait toujours les plaies de la guerre d'Algérie. Et donc il y a eu une période où il y a des articles, les journaux, je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore des articles, la presse française, la presse française, et les bouquins, les livres qui ont été publiés, la guerre éclair d'Israël, les Moshe Dayan qui faisait la une du Point ou de l'Expo, enfin bref, il y avait une période extraordinaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le général de Gaulle qui a fait un discours très remarqué, que vous connaissez tous, dans lequel il a dit, entre autres choses, le peuple juif, sûr de lui et dominateur. Et à ce moment-là, Robert Aron, qui est a dit tout de suite, pourquoi le général de Gaulle a-t-il solennellement réhabilité l'antisémitisme? Parce qu'à partir du moment où vous dites le peuple juif sûr de lui et dominateur, vous critiquez les juifs. Sûr de lui, dominateur, c'est pas forcément de bonne qualité. Et donc, il ouvrait la porte à un antisémisme pratiquement officiel, où on pouvait commencer à critiquer les juifs. Pas en les traitant de gripsous, pas en les traitant de juriers, mais on pouvait déjà attaquer. Alors, c'est le début d'un incroyable travail de sape. Vous avez entendu
Nathalie tout à l'heure nous expliquait comment ça pardon. Madame Kaufmann, Francine, excusez-moi Francine, expliquer comment le vocabulaire a été petit à petit détourné, c'est qu'on a transformé, il y a eu donc cette fameuse substitution, les Israéliens vont devenir peu à peu les nazis, tandis que les Palestiniens vont devenir les pauvres juifs persécutés. Alors, à la tête, si j'ose dire, de cette entreprise de ça, on va trouver un brave journal qui s'appelle Le Monde, que vous connaissez bien. Le Monde qui, dans ces années-là, était le journal de référence. Tout le monde lisait Le Monde, il avait une audience extraordinaire, et il va écrire une série d'articles invraisemblables avec Tahar Ben-Jelloun, que certains connaissent, ou Éric Rouleau, et ils vont écrire des articles. Alors, je vais vous donner quelques articles merveilleux, et en particulier, il n'est pas rare qu'à l'aérodrome de Tel Aviv, deux groupes d'hommes ployant sous leurs bagages se croisent et s'observent. Les uns, blonds aux faciès slaves, intellectuels moscovites ou paysans de Géorgie, retrouvent la patrie ancestrale du peuple hébreu. Les autres, le teint badané et le profil sémite, artisans de Hébron ou intellectuels de Gaza, quittent leur pays définitivement pour des pays aussi lointains que le Canada ou l'Australie. Ça, c'était dans Le Monde du 9 janvier 1973. Maintenant, vous voyez déjà, maintenant, cette utilisation de occupation, etc., juste après la guerre de Kippour, il y a eu un débat sur Quneitra. Le Monde avait écrit un article qu'il avait appelé Quneitra sur Golan. Alors, ceux encore qui sont de sensibilité française se rappellent qu'il y avait là un clin d'œil à Oradour-sur-Glane. Et il y a eu une série de lettres, les lecteurs ont écrit pour, ont écrit non, et finalement Le Monde a décidé qu'il fallait arrêter la polémique, et il a dit à la fin de 1973, les habitants n'étaient plus qu'une dizaine. De ce point de vue, au moins, la comparaison avec le nazisme est irrécevable. Alors, sur quel point de vue il est irrécevable? Vous vous rappelez peut-être aussi qu'à Oradour-sur-Glane, les Allemands avaient mis la population à l'intérieur d'une église et qu'il y avait mis le feu. Comment est-ce qu'on peut comparer Quneitra? Alors ensuite, il faut bien se rendre compte que c'est des gouttes d'eau qui tombent, et c'est le journal de référence, c'est Le Monde. Maintenant, en 1973, toujours, dans un article publié à la veille de Noël, Le Monde évoque la situation tragique d'une Palestinienne réduite à vivre dans une grotte avec ses enfants. Sur cette même colline où le Christ est né, une Palestinienne vit avec ses deux petites filles dans une grotte semblable à celle où l'enfant Jésus a vu le jour. Cette femme et ses enfants sont des réfugiés. Ça fait mal. Et ça, c'est jour et jour et jour et jour. Maintenant, dernier exemple du journal Le Monde, qui est peut-être le plus atroce. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire des enfants de Ma'alot, qui avaient été pris en otage, et donc 22 écoliers et 3 enseignants sont tués. Commentaire du journal Le Monde. Que de ressentiment a dû être accumulé pour transformer en pierre le cœur de ces hommes dont beaucoup ont des enfants pour la vie desquels ils tremblent comme tous les pères. Autrement dit, pourquoi ils ont fait? Quel ressentiment? Il faut bien comprendre, c'est la faute des Israéliens si ces braves gens, qui sont des bons pères de famille, sont venus et ont massacré des enfants. Et alors, il faut bien se rendre compte que c'est jour après jour après jour, et qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce que peut-être que les années d'Israël, c'est déjà le début de cette défaillance de la Hasbara qui est si populaire et qui malheureusement n'est pas fausse, et qui fait qu'il n'y avait pas de réponse à des articles dans un journal de référence. Alors, rappelons d'ailleurs la petite phrase de Michel Jobert le jour de la Pâque de Yom Kippour, est-ce une agression que de vouloir rentrer chez soi? Donc c'était parfaitement normal que l'Égypte, la Syrie, etc. essaient d'attaquer Israël. Toutefois, quand même, on n'en était pas encore à remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël. Et on critiquait Israël, mais petit à petit, c'est ce qui a été fait à travers la démonisation de l'État et l'acceptation sans état d'âme du narratif palestinien. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est
l'ignorance de l'histoire qui, malheureusement, c'est invraisemblable. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un a pu voir les cartes publiées par Le Parisien il y a 10 jours qui montrent la Palestine de 1945 avec la population musulmane partout. Et, enfin, on présente comme des faits des choses qui sont historiquement absolument fausses. Et donc, petit à petit, il fallait démoniser Israël et surtout s'appuyer sur le fait que la jeunesse en France ne connaît pas du tout l'histoire. Je ne parle pas uniquement de la jeunesse dite des quartiers, où alors là vraiment tout ce qu'ils peuvent savoir des juifs c'est du Coran et c'est pas fameux, mais même des jeunes français qui ne savent rien du tout. On dirait qu'ils savent à peine qui est De Gaulle, je suis d'accord, mais je veux dire que sur le fond de cette ignorance de l'histoire juive et de l'histoire récente d'Israël, on peut raconter tout et n'importe quoi, surtout quand la presse fait des efforts pour montrer Israël de façon systématiquement négative. Un article que j'ai vu il y a peut-être 10 jours, vous savez qu'il y a actuellement un différend juridique sur la propriété du tombeau des rois qui se trouve à Jérusalem et qui est actuellement propriété française et il y a toute une discussion pour savoir si, etc. Titre du Figaro. Des rabbins israéliens, alors vous voyez, non seulement c'est des juifs, mais encore des israéliens. Des rabbins israéliens veulent chasser la France du tombeau des rois. Vous lisez l'article, qu'est-ce que ça veut dire veulent chasser la France? Non mais on rit, nous on rit, mais c'est quelque chose. Et alors par contre, il y a une accentuation de tout ce qui peut être montré. Alors, vous avez eu un incident parfaitement idiot. Un Israélien d'origine polonaise va à l'ambassade de Pologne, il n'est pas content, il sort, il crache sur la voiture de l'ambassadeur. Vous pensez que ça mérite une du journal Le Figaro? Un Israélien crache sur la voiture de l'ambassadeur de Pologne. Est-ce que on se rend compte? Je m'en étrangle. Je voudrais terminer sur l'histoire de la Grande Marche du Retour, qui vous occupe tous. Vous connaissez la Grande Marche du Retour, c'est un mouvement qui est déclenché par les Palestiniens de Gaza, que j'appellerai les Gazaouis parce que j'ai pas beaucoup les Palestiniens, et donc qui réclament le droit au retour, le retour, et qui est leur grande marche qui est destinée à revenir sur les terres dont ils sont fuis ou dont ils ont été chassés en 1948 à leur vie. Alors, que dit le monde d'abord? La Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, est le nom que les Palestiniens donnent à l'expulsion des 3/4 d'entre eux entre 1948 et 1949. L'expulsion des 3/4 d'entre eux, est-ce que c'est la vérité historique? Pas tout à fait. Alors, à partir de ce moment-là, puisque les Palestiniens ont été expulsés, ils ont le droit de vouloir revenir. Alors, ça se produit sous la forme d'une série de manifestations et de confrontations. Et que dit Yahya Sinwar? Les manifestations se poursuivront jusqu'à ce que la frontière disparaisse. En d'autres termes, les Gazaouis veulent déferler sur Israël à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël, et ils ne se cachent pas dans les déclarations en arabe, vous en avez sûrement des échos, pour dire qu'il faut prendre des couteaux, il faut prendre des armes, et puis il faut massacrer les habitants des kibbutzim. Quelle est l'attitude de la presse française? L'attitude de la presse française, c'est très simple. Vous avez des vaillants combattants de la liberté contre des sauvages citoyens israéliens qui tirent dans le cap. Alors, j'ai quelques citations du Figaro, encore une fois, qui est un journal relativement respecté, et qui raconte une de ces manifestations. Des groupes de jeunes gens et des bandes de gamins armés de fronde narguent en première ligne leurs invisibles ennemis. Des ambulances, toutes sirènes hurlantes, fendent par intermittence les attroupements pour évacuer les blessés. Bon, vous avez compris, vous avez des braves gamins qui narguent l'ennemi invisible qui leur tire dessus. Et quant au monde, alors les éclopés, les miséreux, les curieux, les gosses qui font les fiers à bras, les anciens plus sages et les femmes en foulard, les charrettes de snack, les journalistes sanglés dans leurs gilets de protection, tous les acteurs de la marche du retour se sont à nouveau déployés le long de la frontière en face des troupes israéliennes massivement mobilisées. De quel côté vous allez être? Vous allez forcément être du côté... Alors, je vous ai choisi une très très belle image qui a fait la une de la télévision et du journal Le Figaro. Peut-être que quelqu'un va bien vouloir en distribuer quelques-unes pour que vous puissiez vraiment en profiter. Regardez,
2 ou 3 autres, et après je ferai le commentaire. Voilà. Montre-la. Alors, vous avez ici, à la caméra, vous voyez ce superbe tableau. Vous avez un brave Palestinien héroïquement prenant la pose vis-à-vis des tireurs israéliens, poitrine nue, crânement, comme un virilement, et il tient d'une main le drapeau palestinien et de l'autre un lance-pierre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette image? C'est pour ça que je voudrais que vous la regardiez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, c'est une imitation de l'œuvre de Delacroix, toujours citée par le Figaro. Je suis sûr que le Palestinien moyen et surtout l'habitant de Gaza connaît très très bien les tableaux de Delacroix et que par conséquent c'est tout à fait normal qu'il va chercher à les reproduire. Mais regardez bien qui se trouve juste derrière l'héroïque palestinien à la poitrine nue. Est-ce que vous voyez les deux officiels avec écrit presse en lettres énormes à gauche et à droite? Ils sont juste derrière lui pour être absolument sûr que personne ne puisse y toucher. Donc c'est une photo commandée, posée, léchée, qui va pourtant faire la une et tout le monde va souligner l'héroïsme, le courage de ce brave jeune homme. C'est quelque chose d'invraisemblable et on ne se rend pas compte que j'en ai encore d'autres, mais vraiment, c'est pas la peine de voir cette œuvre. Et alors, à côté de ça, vous avez le tableau de la photo qui a remporté un grand prix sur la presse. C'est encore un de ces clichés pris spontanément par les photographes qui se trouvaient là par le plus grand des hasards. Ça vous pouvez vraiment les donner parce que c'est quelque chose. C'est l'image de ce pauvre estropié qui est amputé des deux jambes et qui, voilà, la voilà. Celle-là, j'en ai pas d'autre. Regardez si vous pouvez la voir. Vous voyez cet homme sur son fauteuil roulant et il est là, héroïquement, avec son lance-pierre. Derrière lui, on voit la fumée, prête à lancer sur quoi. Mais regardez quand même cette photo. D'abord, le photographe qui se trouvait là par le plus grand des hasards, n'est-ce pas, juste au moment de prendre le cliché. Regardez, il n'y a personne autour. Il n'y a absolument personne autour. Et ce tableau a obtenu un prix. Alors, on pourrait continuer comme ça, mais vraiment, je crois qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est dramatique, c'est que tous ces textes, toute cette haine, si vous voulez, se déroule alors qu'il n'y a pas de possibilité de se défendre. Les journaux laissent passer, les journaux font attention, je parle du journal Le Figaro et du Monde, font attention à essayer de ne pas se montrer antisémite dans leurs textes. Bon, Le Figaro a eu récemment une petite erreur, il a écrit le juif franco-tunisien, machin chose, qui était impliqué dans une affaire contre le client. Il a dû rectifier et enlever le mot le juif, mais de façon générale, ce que vous ne trouvez pas dans l'article, vous allez trouver dans les commentaires que le modérateur va laisser passer sans modération. On peut aujourd'hui, si on a du temps à perdre, aller regarder les commentaires des articles du Figaro, du Monde, du Point, de l'Express et voir une haine viscérale du juif qui passe tout à fait sans déranger les modérateurs, à moins que quelqu'un, par exemple moi qui m'amuse beaucoup, allait signaler. Je veux signaler un particulier dans Le Monde qui écrit dès le début, le commentaire, hein, le diplomate britannique Montaigu et la commission universitaire anglo-américaine ont signalé les dangers du projet sioniste, un projet de conquête et de dépossession, mais au bout de 100 ans de violence générée par le sionisme, le monde s'obstine à ne jamais s'interroger sur les conséquences du sionisme, sur son rôle dans l'escalade centenaire de la violence, aveuglément. Bon, j'ai signalé, Le Monde a eu l'amabilité de retirer ce commentaire, mais pour un qu'on retire, il y en a 50 qui passent. Donc, il y a une dégradation de la façon dont le lecteur du Figaro, du Monde, moins quand même des grands hebdomadaires comme le Point ou l'Express, comme il considère Israël parce qu'il reçoit jour après jour des images fausses, ou plus exactement, les journaux acceptent absolument sans discuter le narratif palestinien, et vous avez, par exemple, selon le ministère palestinien de la Santé,
il y a le temps, etc., l'armée israélienne prétend que ces chiffres sont faux. C'est-à-dire qu'on accepte automatiquement le narratif palestinien et on jette de doute sur le narratif israélien. Et je ne parle pas des déclarations antisémites à hurler de Arafat et des autres. Voilà. Alors quand même, je voudrais dire, ce qui est dramatique, en fait, c'est que la presse française, par ignorance, siftée ou de façon délibérée, diffuse des messages qui contribuent chaque jour davantage à dégrader l'image d'Israël et des Juifs. Merci Michel pour les mots que tu viens de prononcer, qui étaient, comme toujours, très bien sentis. Le modérateur a décidé dorénavant de donner la parole à Simon Epstein.